Fondée en 1950, la Mutuelle Saint-Martin fête cette année ses 60 ans d'existence. À l'origine, régime de base d'assurance maladie pour les prêtres diocésains, elle s'est ensuite ouverte aux religieux et religieuses, puis plus tardivement aux laïcs. Comment durant ces années a-t-elle maintenu son équilibre économique devant une population d'adhérents vieillissante ? Comment a-t-elle su se positionner comme une mutuelle de référence en termes de solidarité ? À l'occasion de son 60e anniversaire, retour sur l'histoire d'une mutuelle à part entière et en même temps bien spécifique. Comment qualifier la Mutuelle Saint-Martin ? C'est vraiment l'héritière de l'assurance santé pour tout le clergé. Au départ, ça a été ça et ça le demeure quand même majoritairement. Cela correspondait aux suites d'une loi que l'on appelle la loi Viat, où on nous avait exclus des assurances sociales de l'époque. Et donc on a créé une mutuelle maladie uniquement pour les prêtres, alors qu'il y avait déjà dans les diocèses quelques petites mutuelles diocésaines qui existaient, mais nos fondateurs ont voulu faire quelque chose au plan national pour exprimer davantage la solidarité à l'intérieur du clergé. Quel que soit l'âge, quelles que soient les pathologies, tout le monde paye le même prix. Avec la création en 1980 de la Camavic et de la Camac, deux organismes de la sécurité sociale pour les ministres du culte, les religieux et les religieuses, la Mutuelle Saint-Martin passe au régime complémentaire. Une question se pose alors, comment maintenir le principe de solidarité et de répartition sans compromettre l'avenir de la mutuelle et éviter la faillite ? La mutuelle a su externaliser un certain nombre de dossiers techniques pour lesquels elle n'avait pas la taille suffisante. Je prends un seul exemple, l'outil informatique. Pour une mutuelle qui regroupe 40 000 ou 50 000 adhérents, vu la complexité des remboursements de la sécurité sociale, c'est inimaginable. Donc en sachant choisir les meilleurs prestataires, la Mutuelle Saint-Martin est l'une des mutuelles qui a le plus bas taux de charges, qui avoisine les 10%, alors que certaines mutuelles vont à 20 ou 25% de taux de charge. Ce qui permet donc à la mutuelle d'être compétitive. Mylène Pinon, bonjour. Délocaliser les services et faire appel à des prestataires mieux équipés. C'est donc à la plateforme Mercer, située à Levallois, en région parisienne, qu'est confiée en 2007 la gestion des cotisations et des prestations. On nous télétransmet des informations et il y a un code qui s'affiche, un code tiers payant chez nous. En fait, c'est pour ça que du coup, on laisse... À Mercer, on a essayé de demander qu'il y ait des gens qui nous connaissent. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'externalisation de telle manière que les gens qui nous répondent sont des gens qui ne connaissent pas la Mutuelle Saint-Martin. Pas de secret donc. Malgré une moyenne d'âge des adhérents de 75 ans, l'équilibre financier de la Mutuelle Saint-Martin tient essentiellement d'une bonne gestion. Il lui arrive même, en cas d'excédent, de rembourser jusqu'à 20 € par an l'intégralité de ses adhérents. Pour éviter l'explosion des coûts, on évite de pousser nos populations au consumérisme. Nous avons une population qui sait ce que ça coûte. Parce que, globalement, les populations religieuses, mais aussi les populations laïques que nous assurons, sont souvent des populations qui n'ont pas forcément des très gros revenus. En tout cas, parfois pas de revenus du tout. Un Carmel n'a pas les revenus du travail des sœurs, ou peut-être de quelques petites retraites, mais c'est vraiment très peu. Donc, la dimension économique pour l'ensemble des membres de la mutuelle, c'est une dimension de l'économie. Donc il faut être soigné le mieux possible en ayant le plus faible reste à charge possible. Comment peut-on faire mieux avec moins, quoi ? C'est-à-dire, vous voyez, eux, ils n'ont pas les moyens, lui, il a les moyens. Voilà, c'est essayer d'aider au plus près des besoins des personnes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fondamental. Et pour vous dire que moi, je travaille dans d'autres groupes de travail, bien sûr, que ce soit l'Agence régionale de santé ou dans d'autres groupes de travail, ce souci de la personne, qu'ont les administrateurs, parce que ce sont eux-mêmes des religieux et des prêtres, et qui s'entourent de professionnels, est quelque chose de remarquable. C'est loin d'être partout le cas. Sur le terrain, le docteur Gérard de Bataille observe de son côté le caractère propre de la Mutuelle Saint-Martin. Conseiller médical de la mutuelle, il reste aujourd'hui marqué par son fonctionnement et son message. Dans mon établissement, dont je suis médecin et directeur, on a affaire à plusieurs mutuelles, puisque même si la population est à 50% environ congréganistes, prêtres, religieuses, il y en a quand même 50% qui sont laïcs. Bon, mais quand même, on voit très bien la proximité qu'on peut avoir
alors que ce sont chez moi des laïcs qui gèrent tout ce qui est comptabilité, avec la Mutuelle Saint-Martin. Je veux dire, c'est une évidence que les relations sont beaucoup plus facilitées et beaucoup plus proches de l'assuré. Une nouveauté, depuis ces dernières années, la Mutuelle Saint-Martin s'ouvre aux laïcs. En 2010, elle développe les contrats collectifs pour les salariés des institutions religieuses, des diocèses, de l'enseignement catholique ou des congrégations religieuses. Mais depuis quelques années, le nombre de salariés dans l'Église de France se développe très rapidement. Jusqu'à présent, c'était des personnes isolées. Bon, de plus en plus, les diocèses vont vers des accords collectifs dans lesquels des mesures de prévoyance santé seront inscrites. Donc c'est une avancée pour les salariés de l'Église de France. Vous, laïcs, pourquoi vous auriez intérêt à souscrire à la Mutuelle Saint-Martin ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que fondamentalement, moi je ne suis pas un commercial, je suis un prêtre, donc je n'ai pas du tout envie de faire du commerce. Alors la seule chose que je dois dire, c'est que justement, c'est aussi bien, il y a un double élément qu'il faut tenir. Et le premier élément, c'est une mutuelle qui va vraiment bien me rembourser et qui va me rembourser correctement. Et deuxièmement, c'est une mutuelle qui est fondée sur des valeurs qui sont des valeurs fortes et que je peux peut-être partager. Alors que les enjeux financiers et politiques présagent un avenir incertain pour les petites mutuelles au niveau européen, la Mutuelle Saint-Martin s'interroge à l'occasion de ses 60 ans sur la pérennité de ses services et de son identité chrétienne dans l'économie sociale actuelle. 60 ans, est-ce que ce serait l'âge de la retraite ? Évidemment, il ne m'appartient pas de prendre position dans un dossier qui est aujourd'hui d'une brûlante actualité. Je dirais simplement que, au fond, 60 ans, c'est l'âge des bilans, c'est l'âge des débats, c'est l'âge de la réflexion sur les décennies écoulées et de la réflexion sur l'avenir. Pour la Mutuelle Saint-Martin, qui fête ses 60 années d'existence, c'est l'occasion de réfléchir, bien sûr de jeter un regard rétrospectif sur les 6 décennies de son existence, mais surtout de réfléchir sur sa philosophie, de définir ce que sont ses valeurs essentielles, et puis de réfléchir aussi sur son positionnement dans un débat qui agite l'ensemble de la communauté nationale aujourd'hui. Alors nous allons avoir ce débat pendant 1h30, 90 minutes, c'est beaucoup. C'est l'opportunité, avec ceux qui sont autour de cette table, d'apporter une réflexion positive sur notre débat. Je voudrais vous les présenter, mais auparavant, je voudrais accueillir les participants au 60e anniversaire de la Mutuelle Saint-Martin et vous-même, téléspectateurs de KTO, qui êtes intéressés par une expérience qui nous renvoie à l'économie sociale et puis peut-être aussi à la doctrine sociale de l'Église. Alors, je voudrais vous présenter les participants à ce débat. Le père Emmanuel Boudet, qui est président de la Mutuelle Saint-Martin, Philippe Borden, qui, comme le père Boudet, est théologien, encore que vous êtes plutôt canoniste, que vous êtes plutôt théologien, ce qui fait que c'est vous qui êtes le doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, et je crois que vous avez beaucoup travaillé sur les rapports entre l'homme et la santé. À vos côtés, on retrouve Véronique Fayet, qui a été adjointe au maire au pluriel, puisqu'elle a été adjointe au maire M. Chaban-Delmas, qui a été longtemps maire de Bordeaux, puis aujourd'hui d'Alain Juppé, et qui est donc vice-présidente des CCAS, les centres communaux d'action sociale, qui tenaient leur réunion aujourd'hui même. À vos côtés, Robert Leblanc, qui est président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, EDC, qui nous apportera un éclairage intéressant parce que, à la fois, il est intéressé par l'économie sociale, il est intéressé par la solidarité,
mais il est intéressé aussi par le fait que les entreprises, pour vivre, doivent gagner de l'argent. Nous en reparlerons. Et enfin, à ses côtés, Pierre-Jean Coulon, qui est secrétaire confédéral de la CFTC, qui est chargé des questions internationales à la CFTC et qui a une bonne connaissance des mutuelles, en tout cas dans les pays dits émergents, puisqu'il a participé à la création de mutuelles au Togo, j'allais dire, et en Belgique, qui n'est pas un pays émergent, évidemment, mais qu'il a aussi participé à la création d'une mutuelle en Belgique. Alors on va démarrer peut-être en se tournant vers le théologien. Au fond, on voit bien qu'on vit dans une société où le moteur, c'est l'argent. Il faut gagner davantage d'argent. C'est l'argent qui permet d'équilibrer, ou qui est supposé, dans une bonne doctrine libérale, équilibrer notre société. Or, ce n'est pas tout à fait votre opinion. L'économie, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que le travail, précisément. L'économie, c'est la manière qu'a l'être humain d'habiter le monde. Et donc, quand on parle d'habitat, on peut penser à une maison, et l'on sait que si l'homme a construit sa maison, ou qu'il a, par son travail, fait ce qu'il fallait pour pouvoir avoir un toit, un logement, il n'est pas absolument évident qu'il soit au centre de la maison qu'il habite. Eh bien, il en va de même pour le monde que l'être humain habite. Il est théoriquement au centre, mais on sait qu'on peut laisser la télévision prendre toute la place dans la maison. Si on n'a pas eu les ressources pour construire cette maison correctement, elle pourra prendre l'eau et l'être humain ne sera plus au centre. Et donc c'est une question pour l'Église, pour les chrétiens, depuis les premiers siècles, de savoir comment on allait habiter le monde par des activités dont l'homme a la capacité, mais l'habiter de manière harmonieuse. Donc je prendrai un exemple très intéressant dans l'histoire, le VIe siècle, Saint Benoît. Saint Benoît a l'initiative de rassembler des moines qui auparavant vivaient tout seuls au désert, c'était le monachisme érémitique, et voilà qu'il les rassemble pour avoir des activités de travail, des activités également de prière. La prière, le travail. C'est une intuition chrétienne qui va se développer ensuite dans l'histoire de manière très différente, mais cette intuition est très belle. Nous la devons à Saint Benoît et à tous ceux qui, dans la suite, ont vécu de la même initiative. Le monde est suffisamment beau pour que Dieu ait voulu nous le confier, donc on peut le travailler. Ça va être des activités manuelles, mais également des activités intellectuelles qui permettront de l'habiter davantage. Mais le monde ne serait pas le monde s'il n'était pas donné par le Créateur, et donc toute la journée et même la nuit sera rythmée par le rendre grâce, rendre à Dieu ce qu'il nous a donné et même bien plus. Alors vous faites référence à Saint Benoît, vous pourriez aussi faire référence à la sociale de l'Église, de Léon XIII, lorsqu'il édifie cette doctrine sociale pour contrecarrer, au fond, une réaction des couches populaires et des couches révolutionnaires. Si mes souvenirs sont bons, enfin mes souvenirs, c'est une manière de parler. Mais est-ce que ce que vous venez de décrire n'est pas très loin de la réalité aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, regardez, des hommes et des dieux. Pourquoi est-ce que ce film nous fascine tellement ? Je pense parce qu'il y a des images très courtes mais très belles qui disent le sens profond de l'activité humaine, aussi bien cultiver un jardin pour le moine qui est jardinier, aussi bien être médecin pour le moine qui a été saisi par Dieu comme médecin et qui, dans une population algérienne qui a très peu de soins de santé, va y consacrer jusqu'à l'épuisement de ses forces puisqu'il est asthmatique. Je pense que nos contemporains, précisément, sont à la recherche de manière plus harmonieuse de vivre les activités, la totalité des activités humaines, à la fois le travail, la circulation de l'argent, l'économie, la préparation du temps de la retraite, mais aussi le temps de la respiration spirituelle
Et au fond, l'économie est appelée, pas seulement, on voit bien que ce qui est en expansion aujourd'hui, c'est pas seulement le travail productif, c'est aussi le travail dans le tourisme. Et pour ceux qui arrivent aux 60 ans dont vous parliez tout à l'heure, c'est un travail considérable que de se dire comment est-ce que ma vie va se réorienter en conservant des valeurs de relation, de production, mais en mettant davantage au cœur des choses dont on n'a pas forcément eu suffisamment le temps dans l'existence, mais qui sont pourtant tout aussi importantes pour que la maison soit harmonieuse, pour que des êtres humains soient reconnus. Il faut qu'on puisse prendre du temps avec eux. Et donc c'est beaucoup plus large que cela, l'économie. Et je pense que, bien évidemment, le VIe siècle va se redéployer autrement. Et vous parliez de Léon XIII. Léon XIII n'a pas eu seulement un regard, je dirais, soupçonneux, réactif. Léon XIII a précisément su recueillir ce qui était en train de bouger dans la société du XIXe siècle, la question sociale. Il ne l'a pas fait tout seul, comme pape. C'était un pape extrêmement clairvoyant, bien enraciné dans saint Thomas d'Aquin, mais capable d'écouter ce qui se passait et de voir comment des chrétiens, des évêques, des laïcs, sur le terrain, en Suisse, mais aussi en Angleterre, en France, comment ces chrétiens étaient provoqués par le changement de la société pour inventer à la lumière de la parole de Dieu, de leur foi vivante, une autre manière d'habiter le monde. Mais vous nous invitez d'une certaine manière à réapprendre le temps de la retraite, le temps de la santé, sauf que, et vous faites référence à ce film qui a eu effectivement un succès assez étonnant, mais est-ce que ce n'est pas de l'ordre de l'expérimentation infinitésimale? Mais oui, mais l'infinitésimal a une importance extrême. Et je pense que c'est l'intuition aussi de la Mutuelle Saint-Martin. C'est que on est prêtre, on est religieux, on est religieuse, et puis d'autres peuvent rejoindre la Mutuelle Saint-Martin. On peut vivre les uns avec les autres en oubliant toute une période de son existence. L'essentiel, c'est que un corps nous a été donné. Moi, j'ai été jeune prêtre, j'ai été aumônier de lycée pendant une dizaine d'années. Je peux vous dire que les premières années, avec la santé que Dieu m'avait donnée, je ne voyais pas le temps passer. Lorsque, à 1h du matin, un jeune voulait continuer la discute, on sait bien que c'est là que passe aussi l'Évangile. Il arrive un moment où on a davantage besoin de prendre du temps et de réaliser qu'on a un corps. Et je pense que la Mutuelle Saint-Martin a fait un travail et fait encore un travail considérable pour aider des prêtres, des religieuses, des consacrés à ne pas négliger leur corps et à en faire un lieu d'offrande, mais donc aussi de travail. Laisser le temps au sport, laisser le temps de la réflexion sur la manière dont on se nourrira. Vous voyez, dans un monastère, mais également dans un presbytère, comme dans une maison, la manière de manger, pas seulement de préparer ce qui va venir dans l'assiette, mais de faire en sorte que le temps où l'on refait ses forces soit aussi un temps où l'on découvre l'autre, les différentes générations. Tout cela va ensemble. Donc préparer sa retraite, c'est aussi entretenir son corps, mais c'est déjà entretenir son corps aujourd'hui, c'est veiller davantage à un aspect des relations humaines qui est fondamental. Alors, on va en parler dans un instant avec le père Emmanuel Boudet, qui préside donc la Mutuelle Saint-Martin. Mais auparavant, je crois que M. Coulon voulait intervenir. Je ne peux pas laisser passer une référence à Léon XIII sans rappeler, que le syndicalisme d'obédience chrétienne est issu de ce fil conducteur. La CFTC a été créée en 1919 et le syndicalisme chrétien au sens large du terme, parce que dans le mutualisme qui a été porté et qui a été l'issue d'un combat social, dans le mutualisme, il y a le fondement du mutualisme, c'est la solidarité. Ça ne se décrète pas. La solidarité ne se décrète pas. La solidarité, elle est à la fois alimentée pour chacun d'entre nous par nos références, en l'occurrence ici, nos références chrétiennes, mais aussi
par une démarche sociale. Et c'est cette alliance que nous appelons, nous, syndicalistes chrétiens, la démarche sociale chrétienne, c'est cette alliance qui permet véritablement à la solidarité d'être porteuse d'attention à l'autre, de façon concrète. Deuxième chose sur ce sujet, les choses qui ne se décrètent pas vont se chercher, sont le fruit, passez-moi cette expression, qui n'est dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon âme pas du tout pugilistique, mais c'est quand même le fruit d'un combat. C'est le fruit d'un combat pour la justice. Et la justice, elle aussi, ne se décrète pas. Et donc le mutualisme chrétien, dont on va encore parler, je pense, le mutualisme chrétien est le fruit d'un combat que les syndicalistes du même nom, que les syndicalistes ont porté en France et à l'étranger. Il y a actuellement, se déclarant officiellement chrétiens, il y a plus de 40 millions de syndicalistes dans le monde. Et ces gens-là sont porteurs d'autre chose que d'un magma néo-marxiste ou d'un magma matérialisme mou. Nous sommes porteurs de quelque chose, nous sommes porteurs de cette dimension solidaire, de cette dimension mutuelle que seul le Christ, par son don, nous a porté. Père Emmanuel Boudet, quand la mutuelle Saint-Martin est créée, est-ce qu'elle est inspirée par ces grands idéaux qui viennent d'être décrits ou tout simplement par un besoin pratique qui était la couverture santé du clergé et des membres de l'Église? Alors, tout d'abord, il y a 60 ans, je n'étais pas au conseil d'administration de cette mutuelle. Et c'est très important de savoir qu'on est dans une transmission. Deuxièmement, je pense que effectivement, tout de suite après-guerre, il y a cette fondation de tout le mouvement qui a amené à la sécurité sociale. Sécurité sociale universelle qui a voulu être mise en place après-guerre et puis dont on a vu qu'elle avait des difficultés, qu'elle laissait des gens de côté, mais aussi pour le clergé, il existait, et pour les religieux et religieuses, il existait déjà des formes de solidarité qui étaient déjà fortes. Des solidarités à l'intérieur des congrégations, des communautés, des diocèses. Il y avait déjà des petites mutuelles diocésaines, il y avait déjà un certain nombre d'éléments qui paraissaient importants. En même temps, la question du rapport à la santé a quand même évolué de manière énorme, justement dans ces 60 dernières années. L'économie de la santé, elle n'est plus du tout la même que celle de nos pères. Quand on va voir un médecin aujourd'hui, la question du tarif est une question qui ne se pose pas de la même manière qu'il y a 50 ans. Vous voulez dire de manière générale, De manière générale, universelle. Le prêtre paye son médecin, la religieuse paye son médecin. Autrefois, beaucoup de religieuses étaient des soignantes et ne vivaient pas exactement de la même manière. Le rapport aux soins, beaucoup de choses se faisaient en interne, à l'intérieur des communautés. C'est ce qu'on voit dans le film que vous décriviez tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment eu une transformation, mais une transformation de notre société, avec la prise en compte en même temps de la technique. C'est vrai que la santé a pris en compte la technique et de manière de plus en plus forte. Pour pouvoir prendre en compte la technique, de nouvelles formes de solidarité, la transformation de l'économie de la santé, il a paru évident qu'il fallait mettre en place des outils. Et des outils qui permettraient à la fois de garder au centre la question de l'homme, de la religieuse, du religieux, de son statut personnel, de son statut de consacré, mais en même temps de pouvoir se doter de moyens de partage.
on vient d'entendre, la solidarité, ça ne se décrète pas. Alors, autant vous dire que c'est encore plus vrai dans un corps constitué de gens aussi divers que des moines et des moniales, des religieux apostoliques, des prêtres diocésains qui vivent de manière un petit peu autonome. Tout ça ne peut pas se décréter. Il a vraiment fallu faire un choix. Et ce choix a été un choix de construire cette solidarité entre nous, pour que l'économie de la santé et la technique de la santé ne nous rendent pas complètement incapables de suivre le mouvement de la société. Mais en même temps, et à côté, il n'était pas question du tout de devenir complètement consumériste comme le devenait la société. Peut-être qu'un des reproches qu'on peut faire au système de sécurité sociale aujourd'hui, c'est justement d'avoir dit vous vous êtes remboursé comme vous le souhaitez et il n'y a plus aucune réflexion à avoir sur votre économie de la santé, alors que peut-être que la logique de la Mutuelle Saint-Martin, qu'elle a toujours tenue et qu'elle continue à tenir, de dire mais réfléchissez à savoir qu'est-ce qui est utile pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir aller mieux, mais en même temps, si vous n'en avez pas besoin, peut-être c'est pas nécessaire d'avoir tel soin ou d'aller voir tel médecin de plus ou d'avoir telle chose en plus. Voilà. Véronique Fayet, je rappelais tout à l'heure que vous êtes adjointe au maire de Bordeaux. Vous voyez comment fonctionne une collectivité territoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le mouvement inverse que vous décriviez à l'instant ? C'est-à-dire qu'on est allé vers une société de plus en plus consumériste. C'est vrai pour la santé. Je cotise, donc je dois être remboursé. Est-ce qu'il y a un mouvement de réflexion qui déborde les milieux plus étroits que ceux du milieu mutualiste? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. En matière de santé, je crois qu'on assiste aujourd'hui à un phénomène nouveau qui est un phénomène de décrochage. Et les centres communaux d'action sociale sont très bien placés, sont un peu des vigies et des points d'observation du territoire, puisqu'il y en a dans chaque commune, quasiment dans chaque commune, quelquefois même dans des très petites communes. Et c'est là que les gens viennent quand ils sont dans des grandes détresses. Donc on voit bien comment ils gèrent leurs maigres ressources. Quand on a le RSA de base, c'est autour de 430 € pour une personne seule. Donc une fois qu'on a fait l'effort de payer son loyer, ou en tout cas le loyer résiduel, de payer l'eau, l'électricité, les besoins urgents d'alimentation, eh bien on fait l'économie de la santé. Donc on voit de plus en plus des gens qui renoncent à se soigner parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est vraiment, et en termes de santé publique, extrêmement, extrêmement grave, puisqu'on en sentira les effets que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais on le voit très bien, et donc tous ces petites évolutions qui vont d'une certaine manière dans le bon sens, qui disent il faut que les gens soient responsabilisés, donc on va leur laisser une part à leur charge sur la visite médicale, sur tel et tel médicament, etc. Il faut responsabiliser les gens. Mais responsabiliser les gens qui ont des ressources extrêmement faibles, c'est un leurre en fait. On les écarte tout simplement des soins. Donc on a en France un système quand même assez évolué, assez complet, donc avec la couverture maladie universelle, mais qui ne donne pas accès à tous les soins, notamment pas les soins dentaires, ni les soins de lunettes, etc., qui sont quand même des soins extrêmement importants, ou les appareils auditifs qui sont très coûteux, ça on ne peut pas se l'offrir avec la CMU. Il y a une CMU complémentaire, mais que les gens ne demandent pas. Là encore, parce qu'ils ont quelque chose à payer, et puis qu'ils ne sont pas informés, et puis que ce n'est pas leur souci. La santé, c'est ce qui vient après, quand on a réglé tous les autres problèmes. Donc les collectivités locales, dont ce n'est pas du tout la mission, enfin une mairie n'a pas de mission en matière de santé, mais néanmoins on est de plus en plus impliqués, d'une part parce qu'on aide à payer des mutuelles, on aide à payer des soins de prothèses dentaires ou des lunettes, et puis on travaille beaucoup sur la médiation. Puisque quand on fait une grande campagne de santé publique, au mois d'octobre, c'est par exemple la lutte contre le cancer du sein, 80% des femmes sont touchées,
mais il y a toutes les femmes dans les quartiers, soit parce qu'elles sont d'origine étrangère, soit parce qu'elles sont aussi dans des soucis de survie matérielle et que ça les intéresse vraiment pas, qui ne sont pas touchées si on ne fait pas des actions avec elles. Voilà. Donc de plus en plus de collectivités locales, et notamment on pratique ça beaucoup à Bordeaux, des actions de santé publique, des rencontres avec des femmes des quartiers, ou avec des hommes, ou avec des enfants, ou avec voilà, pour travailler sur la prévention et pour inciter les gens à prendre soin de leur corps et de leur santé. Mais tout cela aura un coût, et je termine par là. Et à Bordeaux, ayant fait l'analyse donc que les gens n'ont pas accès à ce droit élémentaire, n'ont pas accès, non pas le droit à la santé, mais le droit à se soigner, avoir accès aux soins, nous allons, je vais prendre mon bâton de pèlerin et aller voir notamment les sociétés mutualistes, parce que je pense que c'est leur mission et leur valeur, pour dire comment on fait ensemble pour que des gens qui aujourd'hui sont exclus des soins, qui s'excluent eux-mêmes des soins, pour qu'ils aient malgré tout accès. Donc comment on fait ? On partage, la ville de Bordeaux est prête à mettre un peu d'argent. Vous, société mutualiste, qu'est-ce que vous proposez ? Comment on réfléchit ensemble à ces personnes qui sont hors du champ des mutuelles et donc de la santé ? Alors, avant de passer la parole à Robert Leblanc, qui a peut-être d'autres préoccupations, puisqu'il préside l'association des entrepreneurs dirigeants chrétiens, donc de personnes qui font marcher des entreprises, qui cherchent aussi à gagner de l'argent. Un mot peut-être du père Emmanuel Boudet. Oui, sur la question des soins coûteux, qui est vraiment une question que les mutuelles peuvent vraiment prendre en compte. Je crois que nous avons mis en place depuis longtemps des principes justement d'entraide renforcée. Il y a l'assurance, il y a ce qui est voilà, vous allez chez le médecin, vous faites rembourser votre consultation médicale. Mais en revanche, après, il y a tout ce qui est les lunettes, les dents, les oreilles. Là, il y a vraiment une vraie question qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Alors aussi bien, heureusement, nous avons une caisse des cultes qui sait prendre en compte les questions d'action sanitaire et sociale et qui peut parfois nous aider, comme peuvent le faire les CPAM. Mais là encore, il reste parfois à charge pour les personnes, pour des oreilles, des milliers d'euros. La solidarité d'un groupe comme le nôtre, elle fonde vraiment la possibilité de partager et de permettre que personne ne reste sur le bord de la route. C'est là peut-être l'opposition qu'il peut y avoir entre de très grosses structures comme la sécurité sociale, qui est une structure à vocation nationale, universelle, qui forcément ne peut pas aller très proche de chacune des personnes. Et l'Église nous rappelle quand même qu'il y a une nécessité que les corps intermédiaires soient des corps qui vivent selon des principes qui vraiment rapprochent l'action de chaque individu, la décision de chaque individu. Nous, on a des sections locales qui permettent de prendre la décision de manière très locale. Un principe de subsidiarité vraiment réel, concret, vécu au plus proche. Pardonnez-moi, mais est-ce que ce que vous proposez là ne va pas à l'inverse du mouvement naturel que l'on constate aujourd'hui, qui est un mouvement de concentration des différents groupes mutualistes ? Mais je continue à penser qu'une mutuelle... Comme vous êtes un très bon expert des questions mutualistes, je n'oserais pas vous demander le nombre de mutuelles il y a 30 ans et le nombre de mutuelles aujourd'hui. Je crois que ça a été divisé par 4 ou 5. Et puis la pente naturelle de la concentration serait d'effectivement arriver à très peu de mutuelles et d'avoir des très grosses mutuelles. Nous sommes fiers d'être dans une fédération qui essaie de militer justement pour dire que des petites mutuelles ou des mutuelles moyennes ont leur place. Parce que c'est la proximité avec les adhérents qui donnera un véritable sens à notre esprit mutualiste. Oui, mais est-ce que le mouvement de concentration n'est pas irrépressible ? Sans doute que le mouvement de concentration sera irrépressible si les pouvoirs publics forcent à cette concentration. Si en revanche on considère que la responsabilité de chacune des institutions
est une responsabilité réelle, concrète, qui doit être basée évidemment sur une réalité économique. Mais il n'y a pas de nécessité à supprimer les mutuelles moyennes. Peut-être, je ne parle pas de mutuelles qui seraient trop petites pour équilibrer leurs coûts, mais il y a la place pour des mutuelles de 10, 15, 20 000, 50 000, 100 000 adhérents. Comment réagit le chef d'entreprise chrétien quand il entend ce discours ? Je crois que c'est un discours à la fois d'engagement et de réalisme, c'est-à-dire que l'engagement, c'est le choix d'une logique qui correspond à une population qui a choisi ce mode de couverture. Et donc, voilà, ce qu'on croit, on doit continuer à le croire et à le porter. Puis en même temps, de réalisme, il y a des règles économiques qui s'imposent à tout le monde. Mais je crois que la Mutuelle Saint-Martin a prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'elle arrivait justement à équilibrer ses comptes et à tenir dans cet univers de concentration qui ne s'impose pas forcément à chacun des acteurs, pour autant que le pouvoir public ne s'en mêle pas trop. Voilà. Alors, vous me tendiez tout à l'heure cette question avec l'argent. Chaque fois que vous m'avez présenté, le mot d'argent est revenu. Et l'argent est tellement tabou, alors il faut que je l'assume, l'argent ici. Mais vous savez bien que dans un débat, il faut que chacun assume un personnage. Voilà, alors je vais assumer celui de l'argent. Mais bien volontiers, parce que l'argent est nécessaire, on le sait tous. Le père Borden parlait de l'homme au cœur de sa maison et de la place de l'homme au cœur de l'entreprise, enfin de l'économie, et donc de l'entreprise aussi. Je crois que la manière dont nous vivons les choses, nous patrons chrétiens, c'est justement de bien voir la nécessité à la fois de l'homme et de l'argent pour que l'entreprise tourne. Et si nous sommes engagés dans ce mouvement-là, qui est un mouvement très ancien, parce qu'on a un peu les mêmes parrains avec Léon Harmel et Rerum Novarum, qui a été un peu inspiré par les travaux qu'avait engagés Léon Harmel. Et notre mouvement a des origines, vous avez 1919, une date précise. Moi, le drame, c'est que j'ai pas de date précise. Ça s'est constitué progressivement, structuré progressivement. Si on est engagé là, c'est bien précisément parce que nous croyons qu'on peut vivre autrement, mais dans cette économie-là. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut la remplacer par autre chose à inventer de toutes pièces. Je crois qu'elle a le mérite d'exister, que les expériences qui ont été tentées pendant plus d'un siècle ont montré que celle qui produisait le plus de richesses, c'est quand même celle que nous connaissons. Et les richesses, je crois qu'il ne faut pas les rejeter, parce qu'il y a encore trop de gens qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de quoi boire, qui n'ont pas de quoi s'éduquer. Et tout ça, qu'on le veuille ou non, c'est avec des moyens matériels qu'on y vient. Donc créer de la richesse n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Donc cette économie a le mérite de marcher, mais elle a aussi l'inconvénient de créer beaucoup de stress, de créer des exclusions, de bousculer à l'échelle planétaire. Et donc notre vision, si je peux la résumer, c'est très modestement, parce que nous ne sommes pas si nombreux que ça, nous ne sommes pas forcément toujours dans des très grandes entreprises, c'est pas de repenser le monde autrement, mais c'est d'essayer simplement de l'habiter autrement. Alors, une structure mutuelle a l'immense avantage de fixer des bornes. L'argent ne peut pas prendre le pouvoir. Dans une structure capitalistique, l'argent peut prendre le pouvoir et on a tous les jours des exemples de dérives où, pour maximiser les profits, on fait n'importe quoi, ce qui d'ailleurs, en général, se paye. C'est-à-dire que si, pour maximiser les profits, on va contre une logique humaine, je crois que tôt ou tard, on a quelque chose qui ne tourne pas rond et ça ne va pas très loin. Mais c'est vrai que pour certains qui jouent le court terme, ça peut leur faire un peu plus d'argent, plus vite, mais sans lendemain. Alors voilà, moi je crois que à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire que la logique dominante des assurances, comme des mutuelles, des grandes mutuelles, n'est pas l'enrichissement ? Sur les mutuelles, je ne crois vraiment pas. Je crois que leur logique, c'est une logique d'équilibre et donc de durée. On ne peut pas durer si on est déséquilibré. Avec les meilleurs sentiments du monde, si la mutuelle creuse un déficit tous les ans, elle ne le tiendra pas. Mais elle est quand même à l'abri de cette tentation du profit pour le profit. Dans un univers capitalistique, cette dérive peut exister. Je ne crois pas, encore une fois, que quand c'est vraiment une dérive, encore une fois, jusqu'à un certain degré, c'est un élément de santé. On a besoin, pour faire vivre une entreprise, on a besoin de ressources financières. En assurance un peu moins, mais même en assurance, il faut des ordinateurs. Ça coûte cher, des ordinateurs, des programmes à développer, voilà, tous les investissements nécessitent de la ressource. Cet argent, il faut bien que quelqu'un l'apporte. Il
faut le rémunérer. Si on le rémunère pas bien, il ne vient pas. Donc il y a une cohérence au système. Ce qui est à dénoncer, c'est pas le fait qu'il y ait de l'argent, c'est les excès, c'est les dérives, c'est quand ça devient obsessionnel, quand on énonce des objectifs totalement artificiels, quand on motive des équipes sur des choses qui n'ont aucun sens. Alors là, on est dans la dérive et je pense que ça fait partie de ce qui nous rassemble ici. Et en tout cas, nous, aux EDC, notre militantisme à nous, c'est justement au cœur du monde des entrepreneurs, c'est-à-dire on peut voir les choses autrement. Philippe Bourdain, vous vouliez prendre la parole. Oui, je voudrais revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, que la solidarité ne se décrétait pas. Il n'empêche qu'il y a un moment où il faut réfléchir. N'est-ce pas ? Vous l'avez dit, ce n'était pas évident pour l'Église catholique d'accepter ce principe de solidarité qui venait plutôt de milieux socialistes extérieurs et même combatifs contre l'Église, pas toujours d'ailleurs pour des raisons religieuses, mais pour des raisons de justice sociale. Et voilà que chez Léon XIII, le principe de solidarité, progressivement, enfin il n'est pas encore tout à fait présent, mais en revanche, il est tempéré par la paix sociale. La paix, la réconciliation va devoir se combiner avec la solidarité. Et tout à l'heure, le Père Boudet a évoqué le principe de subsidiarité. Voilà un autre principe qui permet qu'on fasse valoir un certain nombre de réalités comme la proximité. On n'aura pas de solidarité si on n'a pas laissé suffisamment de place à une dimension fondamentale de la relation humaine qui est la proximité, c'est-à-dire qu'on puisse suffisamment apprendre et comprendre ce que font nos actions. Or, quand elles sont perdues dans un tout très vaste, ça devient extrêmement difficile. Et vous voyez, même la doctrine sociale de l'Église a beaucoup évolué, même en quelques années. Si vous prenez Jean 23, qui insiste beaucoup sur les besoins fondamentaux, les besoins de santé, les besoins de se vêtir, les besoins d'avoir un logement, oui, le compendium, donc ça on est dans les années 60 avec Jean 23, le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est tout récent, lui va insister sur l'économie solidaire, donc sur un certain nombre de structures économiques et sociales qui permettent d'aboutir par des relations de proximité, par une économie qui est proche des réalités des différentes cultures. Vous avez évoqué à juste titre des régions du monde qui souffrent de la misère et qui envisagent le travail de manière très différente des Occidentaux. Et donc les principes sont nécessaires à la mise en place de lutte dans la société. Donc vous disiez, oui, on va vers l'argent, vers la concentration, mais c'est précisément la raison d'être d'une philosophie chrétienne, d'une théologie, de ce qu'on va chercher dans la parole de Dieu, que de dégager de nouvelles notions, comme la proximité, l'économie solidaire, que l'Église catholique n'est pas la seule à développer, pour affiner le discernement sur ce que l'on doit faire. Je prendrai deux autres principes, parce que Léon XIII a parlé de la justice. Ce qui apparaît au XIXe siècle, c'est le salaire. On connaissait fort bien la justice depuis les philosophes de l'Antiquité, et saint Thomas d'Aquin avait repris cela au XIIIe siècle. Mais voilà que Léon XIII, précisément appuyé sur des patrons chrétiens, des syndicats, va développer la notion qui apparaît pour la première fois dans l'enseignement de l'Église catholique, le juste salaire. Eh bien aujourd'hui, je pense qu'une mutuelle s'appuie sur deux types de justice. La justice distributive, donc c'est une responsabilité de la collectivité que de redistribuer les ressources, les biens, les bienfaits vers les plus pauvres, avec l'option prioritaire pour les pauvres. Voilà encore une formulation qui est assez récente dans le magistère de l'Église catholique. Et puis, il y a un autre versant tout à fait traditionnel de la justice, qui est la justice commutative, la justice du contrat, la justice des contrats qu'on établit entre les hommes et qu'on va tenir dans la fidélité. Eh bien, une mutuelle
elle est à la jonction, et je pense que c'est ça qui, évidemment, dans les années 50, c'était une phase d'expansion économique avec encore de grands manques, hein, puisqu'on sortait de la guerre. Donc, de nouvelles législations sociales apparaissent. Mais ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que précisément en puisant à l'héritage de la doctrine sociale de l'Église, une mutuelle comme la mutuelle Saint-Martin puisse tenir harmonisée, mais ça se fait en chemin, à la fois la justice commutative et la justice redistributive. Alors, on va prendre vos termes de théologie, et je vais me tourner vers le syndicaliste, pour voir un peu comment il se situe par rapport à cette classification théologique. Est-ce que le syndicaliste, la bonne attitude pour lui, c'est d'accompagner cette évolution souhaitable du juste salaire, la justice distributive, et la seconde justice, la justice commutative? Est-ce que c'est d'accompagner un mouvement qui est peut-être jugé trop lent ou insuffisant? Ou est-ce que c'est de résister contre précisément l'absence de ce mouvement? Je n'aime pas trop l'accompagnement. Vous n'aimez pas trop? L'accompagnement. Ah. Je n'aime pas trop non plus la résistance aveugle. Vous êtes centriste? Je suis sensible aux excès et j'y suis assez opposé. Autant je conçois parfaitement, puisque c'est une communauté humaine, qu'une entreprise produise un certain nombre de profits au bénéfice de cette communauté. Quand je dis au bénéfice de cette communauté, c'est l'éternel phénomène de redistribution entre les actionnaire, entre les salariés et en vue de la recherche et le développement pour un mieux-être de l'entreprise et donc de cette communauté. Pour autant, les excès et notamment la marchandisation d'un certain nombre de choses me sont étrangers et je m'y oppose. La santé fait partie, me semble-t-il, fondamentalement de quelque chose qui ne doit pas être marchandisé. Et puisque syndicaliste je suis, je me rappelle très bien avoir défilé dans les rues de Strasbourg à l'époque où un commissaire européen, Bolkestein pour ne pas le citer, avait parmi ses mandats et ses buts de marchandiser un certain nombre de biens essentiels, un certain nombre de biens communs, nous appelons ça des biens communs, et de façon à ce qu'ils passent sous la coupe réglée des marchands. Alors, je ne sais pas de quel temple d'ailleurs, mais des marchands. Ceci pour nous est totalement inacceptable. Et donc, effectivement, là, je m'oppose, là, je m'insurge. Pour autant, il faut être force de proposition. Et être force de proposition, pour un syndicaliste chrétien que je suis, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ne pas être aveugle et, sinon accompagner, tout du moins tenir compte des évolutions de la société. Mais tenir compte des évolutions de la société ne doit pas nous amener à mettre, je m'excuse de façon un peu vulgaire, notre drapeau dans la poche. Nous sommes chrétiens, autrui a la même valeur que moi, autrui doit être pris en compte. Et si l'occasion m'est donnée tout à l'heure, je donnerai quelques éléments de la solidarité et de l'universalité. On a parlé tout à l'heure d'universalité, on en est loin. De l'universalité de ce monde face aux biens communs et face aux choses qui nous sont nécessaires pour vivre. Si nous allons tout à l'heure au Togo ou au Cameroun ou dans d'autres pays, nous verrons que la question ne se pose pas en termes de marchandisation, puisque il n'y a même pas de circulation d'argent. Donc on est presque à contrario des excès que nous connaissons aujourd'hui. L'excès est complètement inversé. Et c'est pour ça que je suis optimiste en me disant que ce que nous vivons aujourd'hui
je suis persuadé qu'il y aura demain moins de Kerviel qu'il n'y en a aujourd'hui. Vous pensez que l'espérance viendrait plutôt du Sud, si je comprends bien? Très sincèrement, oui. Actuellement, si vous voulez, j'étais au Brésil. C'est assez paradoxal. Hein J'étais au Brésil il y a quelques semaines, peu avant que la campagne électorale ne débute, et j'ai pu voir, si vous voulez, les évolutions relativement sans heurts qui se sont déroulées ces dernières années. Alors, pourquoi dis-je sans heurts et pourquoi peut-on le rapprocher du mutualisme? Et il y a 25 ans, il n'existait pas de mutuelle du tout au Brésil. Aujourd'hui, c'est le phénomène inverse de ce que nous disions tout à l'heure en termes de concentration. Il y en a maintenant 7000. Bien, ça va se réguler. On est passé de 0 à 7000 en moins de 9 ans. Hein. Donc, ce que vivent les pays du Sud, les pays émergents, si aujourd'hui, bien sûr, ils ne sont pas exemples, ils nous regardent. Et je pense, et notamment la dimension sociale doit permettre d'accélérer, la dimension sociale chrétienne doit permettre d'accélérer ce phénomène, si nous sommes porteurs au Sud de nos fondamentaux et de la non-dérive de ce qu'on fait au Nord, je pense qu'on a des lendemains qui chanteront plus grâce à eux. Alors, vos lendemains qui chantent provoquent quelques réactions. Je vais les prendre par ordre. Hein. Madame, allez-y. Oui, non, je pense que c'est important de se dire qu'il y a des signes d'espérance et qu'on n'est pas dans un monde qui est tenu uniquement par l'argent, quoi qu'on en dise et quoi qu'il semble quand on lit les médias. Et je vais faire le lien entre le Sud et le Nord. C'est vrai que moi j'ai un petit peu suivi, comme tout un chacun, les travaux de Mohamed Younous, donc, qui est un grand économiste. Et en tant qu'économiste, il a beaucoup travaillé sur la pauvreté. Et tous ces travaux consistent à dire que la pauvreté est une menace pour la paix. C'est pour ça qu'il a été prix Nobel de la paix et non pas d'économie. Quelquefois, on confond un petit peu les choses. Et donc, c'est bien du Sud qu'est venu son exemple extraordinaire, qui est un exemple économique de microcrédit, donc que vous connaissez tous, qui a permis donc à des familles très pauvres de reprendre une activité économique et de développer l'agriculture ou du commerce ou des choses comme ça. Et il a même été, puisqu'on en a pas mal parlé en France aussi, jusqu'à faire un partenariat économique avec l'entreprise Danone pour donc mieux nourrir les Bengalis, créer de l'activité commerciale, créer de l'activité économique, etc. Et là, on est bien dans une véritable activité économique. Mohamed Younous, il appelle ça le social business, mais donc c'est bien du business. Et je pense que Danone n'est pas devenue une entreprise philanthropique. Donc je crois que c'est important, comme le disait le président des EDC, de dire que l'économie dans son ensemble peut être une économie solidaire, peut être une économie sociale. Parce que si on regarde stricto sensu le secteur de l'économie sociale, ce sont les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations. En Aquitaine, je parle de ce que je connais le mieux, c'est 10% des emplois. Donc c'est assez peu. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas faire de frontières trop étroites entre l'économie sociale au sens économique du terme et puis l'économie générale, parce que en fait on va voir, et ça je crois que c'est quelque chose qui va se développer, et donc c'est un signe quand même d'espérance, on va voir de plus en plus des partenariats entre des grandes entreprises privées ou des petites entreprises d'ailleurs, et des partenaires sociaux pour inventer une autre manière de vivre. Et on le voit, nous, à Bordeaux, on a de plus en plus d'entreprises qui se développent, alors soit sous forme associative, soit sous forme coopérative, mais parfois aussi sous forme de société anonyme, sur toute l'économie du recyclage.
Et donc c'est extrêmement intéressant, le recyclage de l'électroménager, le recyclage de l'informatique, on jette des ordinateurs alors qu'il y a plein de trésors dedans, le recyclage des textiles, enfin toute forme de recyclage. Donc on a à la fois une réduction des déchets, en termes économiques c'est quand même quelque chose qui pèse lourd, notamment pour les collectivités locales. La collecte des ordures ménagères c'est un coût de plus en plus astronomique, donc il est important de réduire les déchets à la source, de recycler. On donne à nos objets une deuxième vie, et je crois que c'est important en termes de développement durable. Et enfin, on réinsère des gens, puisque souvent ce sont des emplois peu qualifiés, donc on permet à des gens de revenir dans le circuit du travail. Et donc, quand on travaille, de nouveau, on peut avoir une vie normale, et notamment on peut se soigner, on peut penser à l'avenir, on peut avoir une vie relationnelle et une dignité retrouvée. Voilà. Donc je pense que c'est important de rappeler que le champ de cette économie sociale et solidaire, il ne se limite pas à certaines définitions d'activité, et il est surtout, à mon avis, peut-être que c'est mon tempérament optimiste, porteur d'espérance, et d'une espérance qui, effectivement, parfois nous vient du Sud. Père Emmanuel Boudet, finalement, ce que vient de dire Véronique Fayet à propos d'une économie durable, on pourrait presque parler de santé durable. Je pense qu'il faut absolument parler de santé durable. Quand je dis santé durable, c'est-à-dire prévention, préservation de... Il me paraît absolument indispensable qu'on ne pense pas qu'une mutuelle, c'est uniquement pour le jour où on sera malade. La mutuelle a une responsabilité et un accompagnement pour le jour où on est encore en bonne santé, et le père Borden le disait tout à l'heure, on va entretenir son corps, on va se poser la question de sa nutrition, on va se poser un certain nombre de questions sur son activité physique, on va aussi, et la mutuelle Saint-Martin essaie de le faire, accompagner toute une certaine forme de prévention le cancer du sein. Les populations de religieuses, par exemple, ont été les premières à être parmi les plus massivement suivies sur ces questions de dépistage. Donc il y a là évidemment un besoin que met en place une mutuelle de penser qu'il n'est pas uniquement question dans l'économie de la santé de penser à le court terme, mais sur le très long terme. On se vante à la mutuelle Saint-Martin d'avoir beaucoup de centenaires. Et on est assez fiers d'avoir beaucoup de centenaires dans notre mutuelle. Peut-être aussi parce que il y a quelques fortes personnalités qui ont réussi à passer le cap d'un certain nombre de difficultés, et de la maladie. Mais en même temps, il y a là sans doute la place dans l'ensemble des communautés où ces centenaires ont pu vivre, la place centrale justement de l'attention à une certaine forme de vie qui ne fait pas dépenser toutes les forces tout de suite, tout en se rappelant que la plupart religieuses ou prêtres ont été des gens qui ont en même temps donné toute leur vie, parfois dans des fonctions très actives, mais en même temps avec des temps de respiration, des temps de prière, des temps d'arrêt, des temps de repas, peut-être des repas en silence. On a parlé tout à l'heure de ce film qui nous montre comment une vie, elle est faite de tout cela. Et beaucoup de nos contemporains, parfois, oublient tout cela. Je pense qu'une mutuelle doit le rappeler, doit avoir ce désir de rappeler à l'homme qu'il est un homme et une créature finie, et donc que l'homme doit préserver à la fois ce qu'il a reçu du Créateur, et puis en même temps le porter à son aboutissement et au maximum de ce qu'il peut donner. Vous voulez dire que, une mutuelle n'a pas simplement un rôle économique, elle a un rôle pédagogique. Alors je voudrais rassurer... Un rôle théologique et philosophique. Je voudrais rassurer le président des EDC. Une mutuelle, elle doit avoir de l'argent et elle doit bien le gérer. Donc c'est important de se souvenir qu'on a besoin de cet élément de l'argent et qu'il n'y a aucun mépris pour l'argent. C'est une question importante parce que le mépris direct en se disant on n'en aurait pas besoin. Si, on en a besoin, pour faire quelque chose,
il faut pouvoir donner un juste salaire à ceux qui vont pouvoir nous soigner. Mais en même temps, évidemment, c'est mettre toujours une visée des valeurs en avant dans l'ensemble de l'action et des valeurs essentielles. Et pour nous, la valeur essentielle, c'est l'homme et l'homme debout, l'homme dans sa plénitude, l'homme depuis son origine jusqu'à la fin. C'est vraiment la vision de la personne humaine à la manière dont l'Église, dont l'Église nous enseigne, pour que nous puissions en être les défenseurs, que nous puissions promouvoir cette vision de l'homme, évidemment. Est-ce que ça signifie pratiquement une économie de gestion, c'est-à-dire gérer au plus près? Est-ce que ça signifie le souhait que les futurs patients gèrent au plus près, eux aussi, leur propre capital de santé? Et enfin, est-ce que ça signifie, si tout cela fonctionne bien, qu'il y ait un retour sur investissement pour les patients eux-mêmes? Le principe d'une mutuelle, c'est qu'il faut qu'il y ait un retour à un moment ou à un autre. Ouais. À quel moment? Mais c'est au moment où on est dans la position de faiblesse. Mais pour que ce retour soit intelligent, puisque rien ne nous empêche aussi de penser notre santé avec notre raison. Le pape nous invite souvent à revenir sur la question de la raison. Eh bien, notre santé doit aussi être pensée avec la question de la raison. Et je pense qu'il y a une nécessité de toujours revenir à l'ensemble de nos pratiques, les évaluer avec notre raison, l'ensemble de nos modes de vie, pour que l'argent que l'on met de côté dans une mutuelle serve justement aux faibles, aux malades, celui qui a eu une maladie, qui a attrapé une maladie, mais qui, de toute manière, parce qu'il aura mis de côté avec d'autres les moyens, il n'en souffrira pas, il ne sera pas abandonné, il ne sera pas délaissé. Voilà, ça c'est vraiment une question essentielle. Maintenant, on n'est jamais responsable de ces maladies, on n'est jamais responsable de ce qui nous arrive. La question de Job, quand l'ensemble des gens viennent lui dire « Mais mon pauvre Job, s'il t'arrive des maladies, c'est bien de ta faute d'une manière ou d'une autre », ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, à mon avis, dans tout le monde de la santé et dans tout le monde de l'économie de la santé. C'est-à-dire d'arrêter de dire que si on est malade, c'est de notre faute. Si on est malade, c'est rarement de notre faute. C'est peut-être que sur certaines choses, on a mangé trop gras, alors on a du cholestérol, on n'a pas fait du sport à tel moment, ou on est devenu trop vieux et donc trop tôt, etc., etc. Je crois qu'il y a là une nécessité. C'est un discours profondément pervers que de croire que le malade est responsable de sa maladie. La maladie ne vient pas d'une responsabilité, la plupart du temps, directe du malade. Et quand bien même le malade serait responsable de sa maladie, il n'est pas question pour nous de l'abandonner et d'oublier de le soigner. On revient à Job. Bien, mais au niveau de la dépense maintenant, le patient, le futur patient, ou le patient, est-ce que vous allez lui inculquer une gestion rigoureuse de la dépense, une gestion raisonnable? Autrement dit, je ne vais pas chez le pharmacien n'importe quand, n'importe comment, dès que j'ai le moindre mal. Alors je crois qu'il y a une éducation à la responsabilité et qui passe pour nous, alors évidemment on a des relais importants par la rencontre de nos adhérents. Tous les ans, nos délégués, on les rencontre. On fait des réunions dans toutes les régions de France. On réunit les gens pour bien leur faire comprendre cette éducation à la responsabilité. Et comment cette responsabilité, elle doit être partagée par le plus grand nombre. Si chacun fait attention à ce qu'il fait, eh bien tout le monde peut se sentir protégé par l'ensemble.
En revanche, si quelques-uns se conduisent de manière non raisonnable dans leurs dépenses, en tout cas, eh bien, effectivement, ils engagent l'intégralité du groupe dans des dérives. Alors, à ce moment-là, c'est au groupe de se positionner. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que la raison doit nous obliger à aller dans le sens de cette dépense supplémentaire qui nous paraît excessive ou qui nous paraît non justifiée, ou au contraire, cette dépense nous paraît-elle justifiée ? Et un des éléments qui nous permet de réguler cela de manière très forte, c'est ce que nous appelons les fonds d'entraide. Certaines choses ne sont pas très bien remboursées chez nous. Mais en revanche, par exemple les lunettes, une paire de lunettes ou les prothèses dentaires ne sont pas très bien remboursées. Mais si, quand cette prothèse dentaire a été achetée, eh bien la personne vient demander au groupe, voilà, j'étais mal remboursé, mais j'avais vraiment besoin de cette prothèse. Et est-ce que le groupe accepte de me donner plus que ce que je devais recevoir ? Eh bien, les fonds d'entraide permettent de donner plus que ce qui était prévu au départ. Et parfois, infiniment plus, puisque le principe, c'est de diminuer le reste à charge de la personne, de telle manière que ce reste à charge devienne raisonnable et supportable. Ça signifie que dans la philosophie de la mutuelle, la notion de négociation, voire de contractuelle, est plus importante que celle d'automaticité ? Non, pas seulement je me permets d'intervenir, pas seulement la notion de négociation contractuelle, mais je pense que quand vous posez la question du coût de la santé et du coût pour le mutualiste, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il va bénéficier de l'effort commun. Donc, on peut prendre la question du coût de différentes manières. Il y a bien sûr le coût de la cotisation. Le Père Boudet vient de le dire, lorsque je suis malade, je vais bénéficier de la solidarité. Mais il y a également un fruit qui est fondamental pour l'être humain, c'est la joie profonde d'avoir contribué au bien commun, à un effort commun. Et je pense que quand on parlait tout à l'heure des pays du Sud, on ne peut pas idéaliser parce que la misère est là encore dans les pays du Sud. Mais si on a raison d'espérer, c'est que effectivement, dans beaucoup de pays du Sud, la compréhension que l'homme est un être social est plus facile que dans les pays occidentaux. Et donc cette compréhension que lorsque j'ai apporté quelque chose au groupe, même si je n'en reçois pas quelque chose, pour moi personnellement, j'aurais eu une gratification fondamentale, c'est d'avoir eu le bonheur de servir le groupe. Et je dirais au-delà de servir l'humanité. Je pense que, donc le Père Boudet disait, on n'est pas responsable de sa maladie. Oui, bien sûr. Et en même temps, je pense que nous prenons conscience collectivement qu'il y a une part de responsabilité. Je vous donnerai un exemple. Là, cet été, je voyais un agriculteur qui a 80 ans, il vient d'avoir 80 ans. Il m'a dit, mon père, j'ai commencé à aller faire des examens lorsque mon voisin avec qui je travaillais, on mangeait ensemble, on avait la même alimentation, il était costaud comme un roc. Il est mort en une demi-heure d'un infarctus foudroyant à 50 ans. Et là, à ce moment-là, il a pris conscience. Donc, vous voyez, je dirais, on sait que l'isolement a un coût social. Et je pense que c'est ça une mutuelle, avec les réunions d'information. Mais l'isolement a un coût social lorsqu'on est invisible, lorsqu'on a été oublié, lorsqu'on ne connaît même pas ses droits d'accès à la couverture, la CMU, la couverture mutuelle universelle. L'isolement a un coût, mais l'isolement a un coût aussi parce que c'est ensemble qu'on réfléchit. C'est ensemble qu'on réfléchit à ce qui est bon, pas seulement pour moi, mais aussi pour l'humanité. Avoir entretenu mon corps, c'est un cadeau que je fais à l'humanité. Je pense que c'est la notion fondamentale de bien commun. Lorsque j'agis bien, ça veut dire que la mesure de mon action n'est plus seulement moi-même, les intérêts financiers, ce que je vais avoir à payer en moins, mais c'est le bien d'une humanité qui me dépasse. Et je pense que ces apprentissages-là, on les fait à un niveau de proximité suffisante.
si on n'a pas vu le voisin qui a été capable de raconter, si on n'a pas eu ces liens, si on n'a pas eu les enseignements de formation qui permettent de réduire finalement les coûts, eh bien, on a manqué quelque chose de fondamental de l'humanité. Pierre-Jean Collomb, est-ce que cette notion de bien commun, dont vous soulignez l'importance aujourd'hui, puisqu'elle conduit à la solidarité, est une notion qui progresse, ou au contraire, est-ce qu'on est dans une société de plus en plus individualiste et de plus en plus égoïste? Au risque d'être à nouveau presque angélique, elle progresse plus au sud qu'au nord. Alors, et je reviens à quelque chose qui était sous-jacent au début de notre entretien, qui a un petit peu disparu. C'est la solidarité. Est-ce qu'elle ne progresse pas plus au sud? Elle progresse nord, plus parce que nécessité fait loi, au fond. Nécessité et peut-être tradition et vie solidaire plus active que la nôtre, notamment les solidarités familiales. Les solidarités familiales, les solidarités de voisinage, les solidarités de quartier dans les grandes villes, les solidarités de villages, bien sûr, qui chez nous se sont émoussées, qui chez nous ont souvent un peu disparu au bénéfice de l'individualisme. Je ne stigmatiserai ni la télévision ni d'autres veaux d'or, mais au sud, c'est déjà fait, hein. Quand vous dites je ne stigmatiserai ni la télévision ni d'autres veaux d'or, on a compris. Au sud, si vous voulez, les proximités de vie, entraînent des solidarités, et ces solidarités entraînent une prise en compte de l'autre. Donc, lorsque on met à ces briques qui sont proches l'une de l'autre un ciment technique, un ciment technique dans le cadre de la santé, de vaccins ou de choses comme ça, qu'on y met un certain nombre d'autres biens nécessaires à la vie quotidienne, que ce soit l'eau ou l'énergie pour conserver les médicaments ou des choses comme ça, on a assez rapidement des réponses aux besoins, des réponses que nous avons un peu perdues parce que nous avons perdu les solidarités. Lorsque je reprends le terme, lorsque je stigmatisais Bolkestein tout à l'heure et la marchandisation, je dois aussi stigmatiser moi-même, qui est chacun d'entre nous, au fil de ces 20 ou 30 dernières années, nous sommes coupables, nous aussi, d'être tombés, enfin, je ne parle que de moi-même, je suis coupable d'être aussi tombé dans certaines facilités et certaines, on ne parle plus de solidarité, mais la pharmacie n'est pas loin, elle est à côté de chez moi. Le médecin est à côté de chez moi. Et le médecin, 22 €, bien sûr, lorsqu'il reste à charge quelque chose, c'est lourd, mais bien souvent, il ne reste pas grand-chose à charge, ou rien du tout. Ce qui bouge quand même dans les pays du Nord, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sont de nouvelles formes de solidarité, peut-être parfois de pseudo-solidarité. C'est le fait que quand on va voir le médecin, on s'est déjà renseigné sur le web. Et s'étant renseigné sur le web, on s'est aussi parfois renseigné dans des associations de patients, des associations de malades, des familles de malades. Donc là, on a d'autres types de solidarité. Ça m'intéresserait d'ailleurs de voir, je vois que la Mutuelle Saint-Martin a un site internet, mais de voir comment cette dimension est prise en compte. Parce que l'être humain a cette soif de se relier à d'autres, et c'est d'ailleurs très déstabilisant pour un certain nombre de praticiens de la médecine aujourd'hui. Comment va-t-on gérer à la fois la judiciarisation des relations entre médecins et patients, mais tout simplement ce savoir dont vous parliez à juste titre dans les pays du Sud, hein. Qu'est-ce qui faisait parmi les ciments? Il y a les médicaments, il y a les vaccins, mais il y a aussi l'instruction.
Donc, ce qui faisait défaut va prendre naissance dans les pays du Sud grâce à, je dirais, plus d'appétence pour la vie sociale, mais on se rend compte que dans nos pays du Nord plus anonymes, il y a cette appétence également, et particulièrement quand il est question de sa propre santé, de celle de son enfant qui souffre. Moi, je suis étonné de voir ces réseaux, parce qu'on n'en reste pas à l'association anonyme de patients. Ce sont des gens qui, au-delà du web, vont prendre contact, vont vivre une solidarité. Là, je rejoins ce que vous disiez sur cette solidarité qui ne se décrète pas, mais qui se redéploie aujourd'hui. Je pense que le rôle d'une mutuelle, c'est de contribuer, de prendre ce mouvement de telle sorte qu'il ne conduise pas à davantage de désespérance parce que, n'ayant pas la connaissance du praticien, on va croire qu'on est fichu alors que non, on ne l'est pas forcément, ou on va croire que son médecin n'y voit plus rien alors qu'il a quand même été formé. Donc ce rôle d'intermédiaire, vraiment de corps intermédiaire entre l'individu qui est pris dans le grand tout du web, le praticien qui risque d'être déconsidéré. Je pense qu'il y a un nouveau rôle pour les mutuelles, mais qui vient s'inscrire sur un mouvement de solidarité qui naît aujourd'hui autrement et qui est aussi un signe d'espérance. Alors, j'ai donné la parole à Robert Leblanc, et ensuite, il nous reste 20 minutes. Je voudrais vous poser 3 questions précises. Merci. Moi, je voulais réagir déjà tout à l'heure sur ce que disait Pierre-Jean Coulon, qui a employé le mot de marchandisation, et quand il a repris la parole, il a repris le mot de marchandisation. Donc je voulais réagir sur ce mot-là et aussi sur la solidarité. Sur la marchandisation, moi, vraiment, ce à quoi je tiens, c'est qu'on n'oppose pas dans l'activité des hommes qui nous entourent, y compris dans notre pays, ceux qui sont dans le secteur marchand et ceux qui sont dans des secteurs qui présentent mieux. Ceux qui présentent mieux ont effectivement quelques vertus fondamentales, puisque l'argent y est contenu à une juste place, alors que dans le secteur marchand, l'argent peut être envahissant. Mais quand je dis ça, c'est que notre engagement à nous, quand on est aux EDC, c'est justement de dire, au sein même du secteur marchand, où on reconnaît la place de l'argent, nous avons une responsabilité particulière qui est quand même de le limiter à sa juste place. Donc, on peut, voilà, c'est un appel à la responsabilité pour nous-mêmes de dire ça, un appel à l'éthique, de dire c'est pas parce qu'on est dans le secteur marchand qu'on est forcément condamné à être des mauvais, et donc si on est condamné à être mauvais, on ne fait plus d'efforts pour être meilleur puisque c'est perdu d'avance. Donc ce n'est pas perdu d'avance. Et ce que je voudrais dire aussi sur la marchandisation, c'est que je crois que justement il ne faut pas opposer les modes d'organisation, ils sont complémentaires les uns des autres, et on en a eu une illustration dans le film de tout à l'heure, sur la mutuelle qui nous rassemble. On a cité le nom d'un de ses partenaires, qui est un de mes confrères. Alors, je ne vais pas citer le nom d'un de mes confrères, parce qu'un confrère, c'est en même temps un concurrent. Mais son nom était cité, c'est un partenaire de la mutuelle, qui est une entreprise privée, capitalistique, qui apporte un certain nombre de services en mettant en œuvre un plateau qui répond au téléphone, etc. Bon, c'est pas mal en soi, c'est un service qui est apporté, et qui est apporté par un acteur marchand qui est complémentaire de ce que la mutuelle fait de fondamental. Donc son cœur de métier, elle le préserve, elle a un rôle essentiel, mais finalement, elle va faire appel à un partenaire qui, lui, est du secteur marchand, et il n'y a pas de honte à ça. Et s'il est dans le secteur marchand, ça veut dire qu'il fonctionne avec des salariés du privé, mais aussi avec des ressources qui ont été mises en œuvre par des actionnaires qui ont apporté de l'argent qu'on doit rémunérer. Et encore une fois, c'est la juste mesure qui est essentielle. Alors, tant qu'on est dans le secteur de l'assurance, je voudrais, sur le mot de solidarité, je crois qu'on dit beaucoup de choses et c'est essentiel, la solidarité. Je voudrais juste souligner qu'elle existe parfois là où on ne l'attend pas. Dans l'assurance, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas toujours bien, qui est la réassurance. Parce qu'un assureur, si on prend par exemple l'assurance auto, une petite société d'assurance auto peut, sur les cotisations de ses membres, couvrir les pare-chocs, les ailes et les capots. Mais si par malheur une des voitures des assurés tombe sur une voie de chemin de fer et fait dérailler un TGV, c'est probable que ça coûte beaucoup trop cher. Et cette assurance, qu'elle soit une mutuelle ou pas, va se couvrir en achetant de la réassurance. Alors il y a toute forme, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais typiquement dire si ça coûte plus de 10 millions, c'est une protection. Si un sinistre coûte plus de 10 millions, au-dessus de 10, c'est plus pour moi. Ou s'il y a plus de 100 dans l'année, au-dessus de 100 dans l'année, c'est plus pour moi. Et ces mécanismes de réassurance sont intéressants parce que ce ne sont pas des entreprises qui le font par humanité, elles le font parce que c'est leur métier. Mais en faisant ça, elles créent une solidarité parce que les réassureurs eux-mêmes, d'ailleurs, se réassurent entre eux. Et tout ça pour dire qu'un tremblement de terre à Tokyo, par exemple, fera que l'assurance auto en France sera un peu plus chère.
cette forme de solidarité, elle est créée par des mécanismes marchands. Voilà, c'est pas pour dire qu'il n'y a que des belles choses dedans, mais c'est pour dire qu'on peut la retrouver aussi à travers des mécanismes sans que ce soit la vocation première. Alors, 3 questions. Première question, est-ce que tout ce que vous avez décrit peut jouer, et je vous provoque à l'immodestie, un rôle d'exemplarité pour la société civile? La mutuelle Saint-Martin exemplaire, évidemment. La mutualité en général ou la et la mutualité Saint-Martin en particulier. Voilà, alors évidemment, ça serait très immodeste de dire, mais bien sûr que nous sommes les meilleurs du monde. C'est vrai que nous essayons de tenir à la fois une grande rigueur économique, parce que je pense qu'effectivement, il est nécessaire de mettre en avant la grande rigueur économique et l'appel à des prestataires. C'est vrai que si on a fait appel à un prestataire, c'est parce qu'on ne savait plus faire en interne ce que pouvait faire ce prestataire. Et c'est pas forcément une mauvaise chose de dire on va faire marcher l'économie de cette manière-là et puis faire appel à telle ou telle personne pour pouvoir nous aider de telle ou telle manière. Mais en même temps, nous gardons ce désir de la proximité. Et je crois que fondamentalement, il y a besoin aujourd'hui de ne pas tout voir uniquement sous les yeux, sous le regard d'un État qui viendrait systématiquement tout réguler. Alors on a beaucoup parlé il y a quelques années d'État-providence, mais maintenant on sait que l'État se désengage. Alors on parle de désengagement de l'État. Bon, l'un comme l'autre, ce sont sans doute de mauvaises manières de voir les choses. Mais si nous comptons uniquement sur une vision de la santé, mais peut-être que ça sera la même chose sur la question de la dépendance. Peut-être que ça sera la même chose aussi à un moment sur la question des retraites. Mais si on compte uniquement sur l'État pour organiser quelque chose, l'État organisera quelque chose qui ne tiendra pas compte des questions et des besoins particuliers de chaque groupe, de chaque personne, de chaque moment, de chaque famille. Véronique, vous qui êtes à l'intersection des pouvoirs public, on va le dire, oui. Et puis, de cette inspiration associative, qu'est-ce que vous pensez de la question que je viens de formuler ? Je pense en effet que les mutuelles peuvent être exemplaires. Je ne dis pas qu'elles le sont toutes forcément, parce qu'il y en a qui ont aussi un petit peu dérivé, certaines ont un peu oublié, je pense, leur esprit mutualiste. Mais effectivement, quand on conjugue efficacité économique, ce qui est absolument nécessaire, et en même temps tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, donc éducation, responsabilité, solidarité, je pense qu'on est sur le bon chemin. Et effectivement, à condition, encore une fois, qu'on reste dans l'esprit pionnier des mutualistes, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre les problèmes, et en mobilisant les adhérents d'une mutuelle, non seulement sur leurs problèmes internes, avec tout ce que ça a de difficultés, parce qu'il faut être solidaire financièrement, tout ce que ça apporte comme bonheur aussi, d'être solidaire de ceux qui sont plus mal en point, etc. Mais je crois qu'il faudra aussi que les mutuelles continuent à regarder hors les murs. Voilà. Moi, c'est le petit bémol que j'apporterais, c'est-à-dire qu'une mutuelle en elle-même, elle a toutes les capacités à avoir un comportement exemplaire, être vraiment dans cette volonté, de cet esprit de l'Église, mais à condition de regarder hors les murs, de sans cesse s'intéresser à tous ceux qui sont en dehors du système, pour savoir pourquoi et surtout comment les rejoindre, parce que je pense qu'il y a des possibilités de les rejoindre, et on les rejoindra en créant des partenariats locaux, ça a été beaucoup dit aussi dans le débat, des partenariats de proximité entre des communautés de vie dans les quartiers, les collectivités locales qui sont forcément en première ligne, et puis des sociétés mutualistes. Et je pense que tous ensemble, on est capable d'imaginer des choses tout à fait intéressantes. Alors Emmanuel Boudet, vous avez pris bonne note, il faut ouvrir les fenêtres, si j'ai compris ça.
On est prêt à les ouvrir, mais à condition effectivement de garder notre possibilité de vivre cela avec la proximité et avec la proximité de tout le monde. Alors, ça introduit, je suis obligé d'aller vite, mais ma deuxième question. On a parlé de Saint-Benoît, on a parlé de Léon XIII, c'est l'inspiration. Mais quelle doit être la place de l'institution par rapport à ces mutuelles? J'ai cru comprendre tout à l'heure que dans la réunion de la mutuelle Saint-Martin était présent un évêque émérite. Alors je ne sais pas exactement ce que signifie le terme d'émérite, vous allez me le préciser. Est-ce que c'est un tuteur? Est-ce que c'est un contrôleur? Est-ce que c'est un ami? Alors, étymologiquement, évêque, ça pourrait presque dire inspecteur, mais là, c'est pas le cas. Vraiment, les travaux d'une assemblée générale de la mutuelle, d'une mutuelle comme la nôtre, sont des travaux qui sont très démocratiques, avec des prises de parole des uns et des autres. Mais l'idée, quand même, de notre groupe, c'est d'essayer d'arriver, comme toujours dans l'Église, à construire le consensus. Pour construire le consensus, il faut à la fois réfléchir les uns et les autres sur ce que l'on veut faire en commun, ce qu'il y a de meilleur à trouver comme chemin, et puis en même temps aussi réfléchir avec ceux qui sont les responsables des différents groupes, que ce soit les supérieurs des instituts et des instituts religieux et religieuses, les évêques, donc, et un évêque qui représente la conférence des évêques au milieu de notre mutuelle. Donc il est émérite parce qu'il a quitté son diocèse il y a peu de temps. Donc jusqu'à présent, il était évêque diocésain. Donc dans l'ensemble de ce lien à l'institution, on ne nous donne pas des directives, des consignes, parce que sans ça, ça voudrait dire que l'Église elle-même renonce au principe de la subsidiarité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors on va parler autrement pour parler vite, est-ce qu'aujourd'hui la tendance est plutôt de la part de l'institution à reprendre pied dans ce type d'organisme ou au contraire à s'en désengager? Ni l'un ni l'autre. Une vision équilibrée où l'institution est présente parce qu'elle a sa place et son rôle, et en même temps, elle n'est pas celle qui donne et qui oriente l'ensemble des débats, parce que les débats sont orientés par les mutualistes eux-mêmes. Je n'ai pas été choisi par l'autorité. Ouais. Réponse raisonnable et en même temps assez ecclésiastique. Bien. Vous portez un col. Alors, dernière question, et là je vais vous demander d'être tous les 5 particulièrement synthétiques, il nous reste 4 minutes. Comment vous situez-vous par rapport au débat actuel qui agite notre société nationale? Je parle du problème des retraites qui, de près ou de loin, touche évidemment celui de la santé. En étant synthétique. En étant synthétique, je sais pourquoi, pour l'une des premières fois de ma vie, je suis descendu dans la rue. C'est justement en termes de solidarité, dont nous avons beaucoup parlé, et aussi parce que, un terme que très curieusement nous n'avons jamais employé autour de cette table, aussi par charité. Charité pour les générations à venir et charité pour ceux qui ont moins que nous. Donc aujourd'hui, ce sera ma chute. Aujourd'hui, le débat sur la retraite est spolié parce que le point de départ, les choses qui nous sont proposées ne sont que des choses exclusivement liées à de la comptabilité. Alors, Robert Leblanc. Oui, un point d'accord, effectivement, c'est trop lié à la comptabilité, le sujet est beaucoup plus vaste
Et notamment, c'est la place du travail dans la vie. Je trouve qu'on fait un peu l'impasse sur une réflexion sur ce que le travail représente dans la vie. Jean-Paul II a écrit des choses absolument remarquables qui sont des repères pour nous. L'autre chose que je veux dire, c'est que nous sommes très attachés. Les EDC ont produit un petit travail sur les retraites pour pouvoir justement prendre la parole sur le sujet en cas de besoin. Nous sommes très attachés à la solidarité intergénérationnelle et donc ce mot de solidarité revient. Il a été très présent entre nous aujourd'hui. Mais quitte à être un peu brutal, je crois qu'il faut quand même savoir solidarité entre qui et qui. Je crois que la société française aujourd'hui fait trop de place aux vieux et pas assez aux jeunes. Et la solidarité, aujourd'hui, il faut savoir la penser aussi en direction des jeunes. Quand on a conçu ce système après-guerre, on vivait 5 ans après sa prise de retraite maximum et il y avait plein de jeunes au travail. Aujourd'hui, les jeunes ne travaillent pas et donc je pense que les jeunes retraités, pour être solidaires des jeunes tout court et des vieux retraités qui en fin de vie coûtent cher. Emmanuel Boudet. Eh bien, je pense qu'au cœur de ces évolutions de la société, il faut toujours reposer la question justement de la valeur travail. Et c'est important aujourd'hui de se dire que on peut augmenter le temps de cotisation. Si les gens n'arrivent pas à travailler, ça sera toujours difficile d'avoir une retraite. Donc il faut redonner au travail sa valeur et sa place dans notre société, et en particulier, évidemment, pour les plus jeunes générations. Robert Bourdain. Philippe Bourdain, pardon. J'étais très sensible moi également aux jeunes, c'est-à-dire que nous sommes dans une société qui a de la peine à négocier autour des représentations de l'avenir et de leurs implications dans le quotidien. Donc une société où les jeunes n'entrent pas par le travail, où le travail va être tellement coûteux qu'on ne peut que s'inquiéter de l'avenir, c'est une société en difficulté. Donc je plaide pour vraiment la proposition des EDC. Je pense d'ailleurs qu'il y a une solidarité de fait entre les générations extrêmes, qu'elle est extrêmement importante pour les jeunes et qu'elle ne peut pas passer exclusivement par de la parole, de la présence, mais qu'elle doit aussi se traduire par une solidarité financière, et que cette partie du débat a été beaucoup trop peu présente. Véronique Fayet. Alors, je ne suis qu'une modeste élue locale et mon maire ne m'a pas mandatée pour prendre position sur les retraites. Et puis peut-être qu'on aurait des avis qui ne seraient pas tout à fait identiques. Donc je vais un petit peu botter en touche et vous dire que je relie cette question des retraites à la question de l'allongement de la vie et à cette grande question de la dépendance qui est devant nous. Et cette question de la dépendance, on la résoudra bien sûr par la solidarité, par des retraites décentes, mais aussi, à mon avis, par plus de fraternité. Voilà. Parce que si on n'a pas vraiment des liens très forts entre les générations, entre voisins, eh bien on ne pourra pas assumer des personnes très âgées et très dépendantes. Et la fraternité, c'est une valeur chrétienne, mais c'est aussi une valeur républicaine. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. On retiendra donc remettre l'homme au centre de l'économie. On retiendra encore ne pas faire de la santé un centre d'enrichissement, mais toujours un moyen de mettre l'homme au centre de l'économie. La proximité sur laquelle vous avez insisté, l'exemplarité modeste que vous avez suggérée. Voilà, merci d'avoir participé à ce débat. Merci aux téléspectateurs de KTO qui intéressent ce sujet de nous avoir suivis. Et puis merci à vous, militants, je ne sais pas si vous dire militants, participants, adhérents de la Mutuelle Saint-Martin, d'avoir bien voulu écouter ce débat. Merci, bonsoir.